bah, ça sera plus facile si vous activez le micro que les messages, parce que pour jongler, c'est compliqué. Du coup, on va faire la correction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'était moi qui avais fait la correction. Donc, si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, voilà, n'hésitez pas à le dire. Du coup, on y va. Donc, bon, non, du coup, ça, c'était pas l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était particulier. Il n'y avait que 12 questions, il me semble. Bon, là, c'est celle d'avant. Donc, on fera l'année dernière après. Donc, question 1. Parmi ces différentes propositions concernant les os du crâne, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes? Vous voulez qu'on fasse sous forme de... Enfin, vous répondez aussi? Je sais pas si vous les avez déjà faites. Bon. Vous voulez Moi, je répondre ou pense pas? que, je pense, Benjamin, tu corriges et s'il y a des Je corrige questions, comme ça? il te pose. Ouais, je pense. Ça va. Du coup, la A, l'os phénoïde est le seul os du crâne appartenant aux trois étages de la base du crâne. Donc ça, c'est vrai. C'est pas dit explicitement, enfin, c'est pas très bien formulé dans le cours, mais il faut le savoir. Donc le phénoïde, c'est le seul qui appartient à tous les étages de la base du crâne. La B, l'os occipital, il n'est pas creusé de cavité osseuse, c'est vrai. C'est le seul avec le pariétal. La C, l'os pariétal est le seul os du crâne à n'appartenir qu'à la voûte du crâne, c'est vrai également. L'os ethmoïde, c'est le seul qui n'appartient qu'à la base du crâne. Donc ça, c'est les deux items, la C et D, il faut qu'on par cœur, parce que ça tombe tout le temps. La E, le foramen optique, est un orifice de la grande aile de l'os sphénoïde, c'est faux. Il est situé à la base des petites ailes du sphénoïde, donc pas des grandes ailes. Ça, c'était pas gentil. Ça aussi, item un peu bizarre. C'est le schéma de l'ethmoïde. Bon, personnellement, je ne m'attendais pas à ça au concours, mais comme quoi, tout peut tomber. Donc, le schéma, bon, il est dans la correction que j'avais faite. Euh, donc, parmi ces différentes propositions concernant cette coupe frontale de l'ethmoïde, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc là, A, l'élément indiqué en 1 est le processus ptérygoïde, c'est faux, c'est la cristagalie. Donc la cristagalie, c'est au-dessus de l'ethmoïde. Le processus ptérygoïde, lui, il fait partie du sphénoïde. La B, l'élément indiqué en 2 est le processus inciforme de l'os ethmoïde, c'est vrai, donc à ne pas confondre avec le cornet nasal moyen. La C, l'élément indiqué en 3 est la perpendiculaire de l'ethmoïde, donc ça c'est vrai, sachant qu'elle peut être, enfin elle est souvent déviée, c'est écrit dans le poly. La D, l'élément indiqué en 4 est le cornet nasal inférieur, c'est faux, c'est le cornet nasal moyen. Le cornet nasal moyen, il fait partie de l'ethmoïde, comme le cornet nasal supérieur, mais le cornet nasal inférieur, c'est un os à part, donc ne pas confondre. Et l'élément indiqué en 5 fait partie de l'orbite. C'est vrai, 5 représente le labyrinthe ethmoïdal et la face latérale, elle est bien orbitaire. Pour la question 3, parmi ces différentes propositions concernant l'os maxillaire, laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes? L'os maxillaire est un os impair de la face. C'est faux, l'os maxillaire, il est pair. C'est un os pair de la face. La B est vrai. 4 processus osseux se détachent du corps de l'os maxillaire. Le processus zygomatique, frontal, palatin et alvéolaire. La C est vraie. Donc, la face jugale, c'est la face antérieure et sous-cutanée de l'os maxillaire. La D est la face nasale de l'os maxillaire et médiale et creusée par le hiatus maxillaire, c'est vrai également. Et la E, c'est vrai aussi, le sillon grand palatin. Donc, on le voit sur un des schémas du Camina. Alors, 2 secondes. Okay. Du coup, donc ça, c'est bon. Est-ce que vous l'avez la correction ou vous voulez que je la partage? Bon, du coup, la question 4, donc c'était CDE. La A,
Donc ça, c'était le schéma de correction donc, pour les tonoïdes, la question d'avant. Ça, c'est le schéma du Camina. Donc, le sillon grand palatin, c'est ce qui est marqué en 5. OK. L'item, c'était le sillon grand palatin se situe en arrière du hiatus maxillaire. Donc, on voit le hiatus maxillaire. Donc, on retrouve en 3. Et le sillon grand palatin, c'est ce qu'il y a en 5. Donc, c'est bien en arrière du hiatus maxillaire. OK. Pour la 4, c'était CDE. Donc, la A, l'artère subclavière participe à la vascularisation du membre supérieur de la moelle spinale et de la partie antérieure de l'encéphale. Donc, c'est la partie postérieure de l'encéphale. La B, l'artère subclavière droite est plus longue que la gauche et le contraire. L'artère subclavière gauche est plus longue que de 3 cm que l'artère subclavière droite. Donc, elles sont pas symétriques. Parce que c'est pas exactement pareil à gauche et à droite. Donc la CDE, c'était vrai. Pour la C, donc bon, ça, il n'y a pas d'explication, enfin, pas besoin que j'explique. Pour la D, ça c'est important de les connaître. Donc l'artère subclavière en rapport avec 3 anses nerveuses qui la sous-croisent. Donc ça, c'est le cours sur le gouttière carotidienne. Donc il faut les connaître. Elles sont là. L'anastomose du ganglion cervico-thoracique au nerf phrénique, l'anse sous-clavière du ganglion cervico-thoracique et le nerf laryngé inférieur droit qui naît du nerf vague. OK. Et bon, ça, à savoir, le nerf laryngé inférieur, il s'appelle aussi nerf laryngé récurrent. Donc ça, vous pouvez le voir dans certains items. Donc, retenez-le, hein, le nerf laryngé inférieur, c'est le nerf récurrent, c'est deux noms différents, c'est pareil. Et pareil, l'anse de Galien, il me semble que c'est ce qui je sais plus c'est laquelle. Il me semble que c'est celle qui l'anastomose du non, l'anse de Galien, c'est quand le nerf laryngé inférieur, il rejoint le nerf vague, il me semble. Je sais pas, je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie, désolé. Et la E, c'était vrai, l'artère subclavière se termine sous le milieu de la clavicule et elle donne l'artère axillaire. OK. Alors là, petite question sur les muscles. Bon, c'est pas tout le temps qu'il en pose, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre quels muscles sont infrayoïdiens, quels muscles sont suprayoïdiens, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait apprendre sur le poly des muscles, et aussi les muscles masticateurs, hein, c'est terre temporale, de les apprendre et par quoi ils sont innervés. Je pense qu'il y a des items, ce sera sur ça. Après, sur les muscles, non, il n'a pas trop parlé en cours. Je vois pas trop l'intérêt de poser des questions dessus, même s'il peut y avoir des items jamais à l'abri. Donc, retenir quels muscles sont infrayoïdiens et suprayoïdiens, bon, c'est pas très compliqué. Il suffit en connaissant leur nom, vous pouvez savoir où ils sont situés. Bon, le sternocléidomastoïdien, c'est pas infrayoïdien. Parce qu'il s'insère sur la clavicule et sur le processus mastoïde. Donc, le processus mastoïde, il est bien au-dessus de l'osioïde. Okay. Pour le muscle sternothyroïdien, c'est vrai. Donc, il va du sternum au cartilage thyroïdien. Donc, tout ça, c'est infrayoïdien. Pour le muscle homoyoïdien, c'est vrai. Donc, homo, il me semble, c'est le omoplate. Donc, il s'insère sur l'omoplate et l'osioïde. Pour la D, le styloyoïdien, donc il est suprayoïdien parce qu'il part du processus styloïde, donc au-dessus de l'osioïde et jusqu'à l'osioïde. Donc, suprayoïdien, donc c'est pas un muscle infrayoïdien. Et la E, le muscle scalène antérieur, c'est un muscle suprayoïdien. OK. Des questions? Écoutez, s'il y a des questions. Voilà, question 6. Parmi les propositions suivantes concernant la cavité orbitaire, indiquez laquelle est exacte, lesquelles sont exactes. Donc, en général, le Champsort, il ne fait pas des pièges trop durs. Donc, les questions sur l'œil, ça devrait aller. Alors, l'apex de l'orbite correspond au canal optique, c'est vrai. La fissure orbitaire inférieure fait communiquer l'orbite et la cavité crânienne. C'était le seul item faux. La fissure orbitaire inférieure, elle fait communiquer l'orbite avec la fosse ptérygopalatine.
Donc, la phase ptérygopalatine, c'est l'espace qu'il y a entre les processus ptérygoïdiens du sphénoïde et les os palatins. Okay. Pour le reste, c'était vrai. Donc, le segment cornéal, c'est la partie antérieure du bulbe de l'œil. La choroïde fait partie de la tunique vasculaire du bulbe de l'œil. Et la fovea centralis, c'est le centre de la macula. Tout ça, c'était juste. OK, question 7. Sur la cavité nasale, alors, c'était les items A, B et D. Donc, la A, c'est vrai, très important. La cavité nasale, c'est un carrefour anastomotique entre les systèmes carotidien interne et externe. Donc, ça, à bien savoir. Ça aussi, ça tombe souvent. La B, l'innervation sympathique de la cavité nasale provient du serment thoracique de la moelle spinale, c'est vrai. La C, c'est faux. Les fosses nasales s'ouvrent en arrière dans le nasopharynx par les coanes, pas l'ouverture piriforme antérieure. La D, le septum de la cavité nasale est formé dans un squelette ostéocartilagineux souvent dévié. C'est ce qu'on a dit dans l'item sur l'ethmoïde. Donc, l'âme perpendiculaire de l'ethmoïde, elle est souvent déviée. Donc, pareil pour le septum de la cavité nasale. Et la E, la muqueuse olfactive, elle est située sur le plancher des fosses natales, donc c'est faux. Elle est située sur la partie supérieure de la cavité nasale. Okay. Pour la question 8, sur la cavité orale, donc c'était les items A, B, D, E qui étaient justes. Donc la C, c'est faux. Attention, la glande submandibulaire, elle déverse sa salive dans la cavité orale, pas dans le vestibule. C'est la parotide qui déverse sa salive dans le vestibule oral en regard de la deuxième molaire supérieure. Ok, pour la 9, c'était BE. Donc la A, c'est faux. Le larynx, il est situé à la hauteur des vertèbres C4, C5, C6. C2 à C7, c'est complètement faux. C'est le pharynx, attention, qui part de la base du crâne jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïdien, il me semble. Donc de la base du crâne vers C6, grosso modo. Pour la... Donc, A, c'était faux. Donc la C, la B, c'est vrai. La C, c'est faux. Le ligament vocal, il est tendu de l'angle rentrant du cartilage thyroïde au processus vocal du cartilage aryténoïde. Donc, piège sur cartilage cricoïde, cartilage thyroïde. Donc, faire attention à bien lire parce que peut s'en mêler les pinceaux. Ça tombe souvent. Le crico-aryténoïdien postérieur, le seul muscle adducteur des cordes vocales. Alors, est-ce qu'il a fait le piège? Oui, il a fait le piège. Là, donc c'était abducteur, pas adducteur. Donc, faire attention à vraiment bien lire. Ça aussi, c'est piégeux. Et le nerf laryngé inférieur est un nerf essentiellement moteur. C'était vrai. Donc, nerf laryngé inférieur, c'est le nerf laryngé récurrent. Rappelez-vous. OK? Donc, le nerf laryngé inférieur, il énerve tous les muscles du larynx, sauf le muscle cricothyroïdien. Bon, a priori, pas de piège là-dessus. Normalement, il dit nerf laryngé inférieur, il est essentiellement moteur. Et le nerf laryngé supérieur, ça commence par un S, il est essentiellement sensitif. Donc, normalement, il faut retenir ça, c'est suffit. Pour la 10, concernant le pharynx, donc là, il y avait tout qui était juste sauf la A. Donc ça, c'était pas super compliqué. Bon, c'est un peu l'item DE. La A, c'était faux, il est divisé en 3 étages. Ça, on passe vite. Pour la question 11, BCD, donc la parotide a une sécrétion. La A, pardon, c'était faux. La parotide a une sécrétion séreuse uniquement, pas séromuqueuse. La B, c'était vrai. La C, c'est vrai. Donc, ce dédoublement de la lame superficielle du fascia cervical qui s'appelle fascia parotidien. La D, c'était vrai, très important. Le nerf facial, c'est l'élément vasculo-nerveux le plus superficiel dans la glande parotide. Ça, s'il y a un item sur la parotide, il ne faudrait pas y échapper. Et la E, c'est faux. L'artère carotide externe se divise dans la glande parotide en un lobe, divise la glande parotide en un lobe superficiel et un lobe profond. C'est le nerf facial qui divise la parotide en lobe superficiel et lobe profond. OK. Question sur l'oreille. Bon, ça aussi, en général, c'est pas foufou ce qui pose sur l'oreille. ABCE, donc
il n'y avait que la D qui était fausse. La cavité tympanique contient une chaîne ossiculaire formée par 5 osselets. Donc, c'est faux. Il y a 3 osselets, malleus, incus et stapes, le stapes. Donc, voilà. Bon, ça, c'était pas super dur. Voilà, l'oreille, hein, c'est un point facile, normalement. Bon, là, on passe sur la morpho. Donc là, je ne sais pas si j'ai des places, si vous êtes en passe ou en passe S, parce que du coup, si vous êtes en passe, c'est possible qu'il y ait beaucoup d'items que vous n'ayez pas dans les cours, parce il a simplifié le crédit. Donc, bon, si vous avez pas, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Si c'est pas dans vos cours, ben, vous en préoccupez pas trop. Et voilà. OK. Donc, la 13 c'était AC. Donc, donc quelles structures sont dérivées des cellules des crêtes neurales? Donc, l'ostéoïde, c'est vrai. Les cellules gliales, c'est vrai. Pour l'os occipital, c'est faux. Il dérive du mésothélium axial. Et pour l'épithélium pigmentaire de la rétine, il dit dans le polis, il se forme à partir du mésenchyme céphalique, donc pas des CCL. OK. Donc la 13 AC. Pour la 14, parmi les propositions suivantes concernant les ostéichthyens, donc ça, je crois que pour les passes, c'est pas au programme. Donc voilà, je vous ai mis la photo du cours. Donc les ostéichthyens, réponse ACE, ils ont des mâchoires, leurs branchies sont situées à l'extérieur des arcs bronchiaux. Et l'opercule recouvre les branchies, comme on peut le voir sur le schéma. L'opercule, c'est là où il y a un petit O. Donc la B, c'était faux. Leurs branchies proviennent. Donc c'est faux. Chez les poissons, le premier arc branchial, il donne la mandibule et les arcs maxillaires. C'est les autres arcs qui vont donner les branchies. La D, c'est faux. L'opercule, il a une ouverture postérieure. Bon, ça, c'est pas écrit texte dans le cours, mais je vois, il peut poser des questions en rapport avec un schéma. Donc, bien regarder les schémas. Pas forcément les apprendre par cœur, mais les comprendre. Question 15, c'était sur le cartilage de Meckel. Donc, quelles sont les structures dérivées du cartilage de Meckel? C'était la question réponse B. Le cartilage de Meckel, il disparaît sauf à ses extrémités pour donner le ligament sphénomandibulaire, le malleus et l'incus. Donc, il n'y avait que l'item B de vrai. Okay. La question 16. Parmi les propositions suivantes concernant le stade de cupule âgé, indiquez laquelle est exacte ou lesquelles sont exactes. Donc, c'était réponse B, C, E. La A, c'est faux. Les nœuds de l'émail secondaire, ils apparaissent au stade de cloche, donc pas au stade de cupule âgé. Donc la B, c'est vrai, il y a synthèse de molécules hydrophiles. Alors, c'est pas dit explicitement, mais il dit que les cellules de remplissage, elles expriment des glycosaminoglycanes fortement hydrophiles et que ça provoque une entrée hydrique. Donc, pour moi, je comprends. Enfin, moi, je m'effraie à cet item, même si c'est un peu bizarre, pas ambigu. Donc, une entrée d'eau se fait, c'est vrai. Les noyaux cellulaires deviennent plus petits, c'est faux. C'est pas précisé non plus. On dit juste qu'il y a des modifications dans l'organisation, mais pas forcément que les noyaux deviennent plus petits. Bon, ça aussi, c'est ambigu parce que c'est pas notre texte dans le cours. Et là, c'est vrai. Les cellules restent uniques que par le départ des desmosomes. La question 17, c'était sur la phosphoprotéine dentinaire. Donc, bon, ça n'a pas de. Voilà, parce qu'il y avait des pieds. Donc, BE, donc la A, c'était faux, son poids moléculaire, c'est de 140 kg Dalton, pas de 66 kg Dalton. Ça aussi, il faut bien apprendre les poids moléculaires si les ABC dans le poly. La B, c'est vrai, donc la phosphoprotéine dentinaire, elle concentre les ions calcium dans la fibre de collagène de type 1, ce qui permet la formation de l'hydroxyapatite. La C, c'était faux, elle est sécrétée à proximité du tunnel de minéralisation et elle se lie à la fibre de collagène de type 1 de manière covalente.
Donc, il n'y a rien qui dit que ça se forme à l'intérieur des fibres de collagène, mais plutôt autour. Donc, ça aussi, c'était un item ambigu. La D, c'était faux. Elle n'est pas glycosylée. On dit que la DPP, donc la phosphoprotéine dentinaire, provient du clivage de la DSPP, qui appartient à la famille des siblings. Et les siblings, elles sont phosphorylées et glycosylées. Donc la E, elle est vraie, c'est phosphorylé. Et la D, c'est faux. Donc elle est glycosylée. A priori, elle serait glycosylée aussi. La 18, c'était banco. Donc pas de grand-chose à dire. Pour la D, on dit qu'il est joint à son voisin au niveau du pôle proximal. J'ai précisé qu'il était joint aussi à son pôle distal. Mais bon, je ne pense pas que c'était restrictif. Personnellement, je mettrais vrai également. Pour la 19, alors, parmi les propositions suivantes concernant le ligament tendino-alvéolaire, indiquez laquelle ou lesquelles et où sont exactes. Donc, là, c'était Banco aussi. Donc, le ligament dento-alvéolaire, c'est un tissu conjonctif, c'est vrai, il est vascularisé, innervé et non minéralisé. Donc, il dirige du follicule dentaire, c'est vrai. De même que l'os alvéolaire et le segment du follicule dentaire. Il contient des fibres collagéniques, c'est vrai. Ces fibres collagéniques acquièrent des caractéristiques de fibroblastes associées à une fonction sécrétoire développée afin de donner naissance à la matrice extracellulaire du ligament dento-alvéolaire et plus particulièrement fibres collagéniques de ce ligament. La 20, c'était ACE. Donc la A, concernant l'éruption dentaire, le follicule dentaire intervient, bien sûr. Le follicule dentaire il est requis pour l'éruption. La B, c'était ambigu puisque l'édification radiculaire est une force propulsive. Donc, il dit bien dans son cours qu'il n'y avait pas besoin de l'édification radiculaire pour permettre l'éruption des racines, des dents, parce qu'il dit aussi que les dents qui n'ont pas de racines, elles arrivent à réaliser leur émergence. Donc, d'après la logique du cours, je mettrais plus faux, mais bon. C'est vrai que c'est très ambigu, mais je pense moi, je mettrais faux quand même, parce que d'après ce qu'il dit dans le cours, ça serait plus facultatif. La C, c'est vrai, l'éruption, elle suit le canal gubernaculaire. Et la D, c'est faux, le chemin éruptif, il se fait par résorption osseuse réalisée par les ostéoclastes. Et l'apoptose, c'est un processus d'autodestruction, donc pas de résorption. Donc, ce n'est pas les mêmes phénomènes, la résorption et l'apoptose. Et la E, c'est vrai, 20 ans temporaires chez l'être humain, donc ça bien connaître les types de dents, le nombre de dents, ce qui pose quasiment chaque année une question là-dessus. OK? Des questions sur celle-là? Sinon, on passe à l'année. Vous préférez faire 2020 ou 2018? 2018. 2018. Hop. Donc, je vous mets ça. 2018. Bon, alors celle-là, c'était pas moi qui avais fait la correction pour Dan. Donc, à mon avis, ce sera moins détaillé. C'est moins détaillé. Je vais essayer de vous expliquer un peu le truc, si j'ai des choses à dire. Donc, bon, là cette année-là aussi, il y avait eu un schéma. Donc, bon, il n'y a que l'année dernière, il n'avait pas fait de schéma parce qu'il n'y avait que 12 questions. S'il y a 20 questions au concours, attendez-vous à des schémas. Ils aiment bien ça. Donc, la question 1, c'était ABD, donc les nerfs olfactifs traversent les foramen thyroïdaux. Le nerf optique qui traverse l'orifice désignant de c'est vrai. L'artère carotide interne et la veine jugulaire interne traversent l'orifice désignant en 3. Donc, c'est faux. L'artère carotide interne
la veine jugulaire interne, elle traverse le foramen jugulaire, il me semble, et pas l'artère carotide interne. Pour le nerf facial et le nerf vestibulo-cochléaire, il traverse l'orifice désigné en 4, donc c'est vrai. C'est le méa acoustique interne. Et la E, la moelle allongée. Alors, la moelle allongée, les artères vertébrales et les nerfs hypoglosses traversent l'orifice désigné en 5. Donc, c'est faux. Normalement, c'est la moelle allongée et les artères vertébrales. Les nerfs hypoglosses, ils ne passent pas par là. Ensuite, Juste une question. Oui. Sur la 1, la B, pourquoi elle est vraie? C'est pas dans le canal optique? alors, attends, parce qu'il y a le nerf optique et le nerf oculomoteur. La B était vraie. Je sais pas si. Parce que ça. La question, Enfin, est-ce que c'est pourquoi elle est vraie ou est-ce que c'est faux? oui, pourquoi elle est vraie? Normalement, il fallait pas désigner les deux canaux optiques au niveau des ailes. Oui, si tu en montes qu'un, c'est bon. Tu voulais qu'il monte les deux ou que. Non, qui monte les. Je sais pas. Qui Non, monte non, là où il y là, a les deux orifices. Ah, non, je crois pas que. C'est pas le même, Parce que dans son schéma, là, sur la flèche, il dit que c'est le nerf 3, 4 et 6. Donc, nerf optique, nerf oculomoteur, 3. Je vais regarder dans mon cours. J'avais un tableau. Donc, le nerf oculomoteur, oui, il traverse la fente orbitaire supérieure. Et le nerf optique, il traverse le canal optique. Donc, parce qu'en fait, le schéma, il n'est pas exactement légendé pareil dans le poly que ce qui est tombé au concours. Donc, ça, c'est la flèche de 2. Cet élément, il n'est pas représenté dans le poly de schéma. C'est la fente orbitaire supérieure, a priori. Bon, ok. Et du coup, le canal optique, il n'est pas représenté non plus. On voit bien un foramen rond ovale épineux. Le canal optique, normalement, il est dans la racine de la petite aile. C'est ce qu'on avait dit. Et le canal optique, il contient le nerf optique. Donc, je crois que c'est faux, t'as raison. Mais c'est faux, ouais, non, je vais changer d'anal parce que c'est pas top ce qu'il m'a envoyé Dan. Alors, c'est faux? Je crois, ouais, parce que, a priori, d'après moi, c'est la fente orbitaire supérieure qui monte et le canal optique et le nerf optique, pardon, il traverse le canal optique. Canal optique, voilà. Ouais. Voilà, orbitaire supérieure. Je vais changer d'anal. Ouais, vraiment, faites attention, nerf optique et nerf oculomoteur. Pareil, artère optique, ça n'existe pas, c'est artère ophtalmique. Parce que c'est ça. Moi, personnellement, j'aime bien faire des pièges là-dessus. Mais vous pouvez avoir beaucoup de pièges sur ça. Donc, 2017-2018. Donc, du coup, c'est bon. Donc, la B, oui, elle était bien fausse, tu as raison. La flèche en 2, c'est la fente orbitaire supérieure. Le nerf optique, qui passe par le canal optique. Donc, s'il avait mis une nerf oculomoteur, ça aurait été bon. Mais là, du coup, c'est faux. Donc, bravo. Ok, donc c'est bon le reste, pas besoin de reprendre. Là, c'est bon, j'ai le détail, parce que ce qu'il m'a filé, c'était pas cool.
Donc, on enchaîne. Parmi ces donc, concernant les os du crâne, bon, ça c'est toujours pareil, ces items. Donc, l'os frontal appartient à la voûte et à la base du crâne, c'est vrai. L'os ethmoïde il s'articule avec tous les os de la base du crâne, c'est faux, mais c'est le cas du sphénoïde. Le sphénoïde, il s'articule avec tous les os de la base du crâne. Par contre, l'ethmoïde, il ne s'articule pas avec l'os occipital, par exemple. Donc, item est faux. L'os sphénoïde appartient uniquement à la base du crâne. Donc, ça, évidemment, c'est faux parce qu'il appartient à la base du crâne et à la voûte. L'os pariétal est le seul os du crâne à n'appartenir qu'à la voûte crânienne, c'est vrai. Et l'os occipital n'est pas creusé de cavité pneumatique, c'est vrai. OK. On enchaîne. La 3, sur la mandibule. Donc ça, c'est pareil, si vous avez des questions sur la face, normalement, comment elle s'appelle? Guenoun, elle fait pas de... Enfin, je crois qu'elle a traité que la moitié du cours, mais en général, c'est question sur la mandibule ou le maxillaire. Donc, apprenez très bien ces deux os. Le reste, lisez-le, mais pas besoin d'apprendre par cœur. OK, donc à propos de la mandibule, le foramen se situe sous la première ou la deuxième prémolaire, c'est vrai. Donc, ça, attention, le piège prémolaire, molaire, c'est pas les mêmes dents et c'est pas aux mêmes endroits. La B, c'est faux. La fossette digastrique, elle est située à la base de la mandibule, pas à la branche montante. La C, c'est vrai. La base de la mandibule présente le sillon de l'artère faciale. La D, pardon, c'est vrai. Le foramen mandibulaire se situe à la face interne du corps. Sous la ligne mylo-hyoïdienne, il se situe à la face interne de la branche montante mandibule du corps. Donc là, ça demandait bien de se repérer et d'avoir les schémas en tête. Cette question. La cavité articulaire de l'articulation temporomandibulaire est partagée en deux par le disque articulaire. Donc ça, rien de bien compliqué. Donc retenir juste l'articulation ATM, c'est une articulation synoviale complexe et qu'elle fait 10 000 mouvements par jour. Ça tombe sur tout. La question 4. L'artère carotide commune se bifurque en regard de la 5e vertèbre cervicale. C'est faux, c'est en regard de la 4e vertèbre cervicale, en regard de l'os hyoïde. La B, c'est faux, l'artère carotide interne, elle donne pas de collatéral pour la face. Voilà. C'est ambigu quand même, ça. Hein. Et Parce si que on nous ça... pose la question que l'artère carotide interne ne donne pas de branche collatérale, tu mettrais vrai ou faux? C'est-à-dire, enfin, en vrai, il faut, enfin, a priori, si elle pose la question, enfin, une année, elle a posé la question, elle avait mis dans sa portion cervicale. Ah, Parce ok. que, il me semble, elle donne l'artère du glomus, non? Ou c'est l'artère carotide commune? Je sais qu'elle donne une artère, enfin, elle donne un truc, mais c'est bon. Apprends-les quand même. Moi, je ne me rappelle plus, parce que ça fait 2 ans maintenant. Elle donne l'artère ophtalmique, mais ça, c'est pas... Est-ce que c'est compté pour la face? Avant de pénétrer la base du crâne. Non, du coup, non, c'est faux. C'est faux, oui, pardon. Elle donne pas de collatéral avant de pénétrer la base du crâne, puisque l'artère ophtalmique, c'est après qu'elle pénètre dans le crâne. Ah OK? non, ça je sais, mais si, imaginons, on te pose que l'item, l'artère carotide interne donne des branches collatérales. Si, comme ça serait vrai, parce que on donne pour la tête. Ouais. Maintenant, dans le cours, c'est formulé. Attends, je vais sortir la phrase. Dans le cours, ça dit que celle interne, elle l'en donne pas, justement, non? Oui, mais justement, il y en a une où elle donne. Oui, mais c'est pour ça. Non, elle te dit. L'artère carotide interne. Aucune. Donc, les artères carotides communes et internes dans leur portion cervicale. Donc, la portion cervicale, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle pénètre la base du crâne, elle donne aucune collatérale importante. Alors, est-ce qu'il a sauté le mot importante? En vrai, poli. Non, je crois pas. Non, il est toujours. Ouais, c'est ambigu. Hein. C'est ambigu. Bon, c'est toujours pareil, hein, mais toujours sur les mêmes points. Et il précise jamais. Est-ce qu'elle a pas dit en cours?
Alors, il y a Salomé qui nous dit l'interne ne donne aucune collatérale. Oui, mais Salomé, c'est dans la portion cervicale, puisque, comme j'ai dit, une fois qu'elle pénètre la base du crâne, elle donne des collatérales pour le cerveau et l'œil, parce qu'elle fournit l'artère ophtalmique. Donc, là, ici, donc, à un endroit, ils disent aucune collatérale importante. Là, ils disent l'artère carotide interne ne donne aucune collatérale dans le cou avant de pénétrer dans le crâne. Bon, elle donne aucune collatérale avant de pénétrer dans le crâne. Et il faut bien préciser dans sa portion cervicale. Je ne sais pas c'est qui m'a posé la question. C'est Elisa. Ah, Tiffany. Ok. Donc, du coup, tu es d'accord? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, on est OK? OK. Ah. On est parti un peu loin. Donc, l'artère carotide interne donne des branches collatérales. Donc, ça, c'était faux. La C, c'était vrai. La D, c'était faux. La veine jugulaire externe est la plus volumineuse de la tête et du cou, c'est faux. C'est la veine jugulaire interne qui est la plus volumineuse de la tête et du cou. Et la E, c'était vrai. La gouttière carotidienne est conventionnellement limitée par le muscle digastrique, entre autres. OK? Pour l'œil. Bon, c'est vrai que c'était sur les corps ciliaires. Bon, ça, c'était assez précis quand même. Comme quoi. Donc, les corps ciliaires font partie de la tunique vasculaire. Alors, question 5. Alors, les corps ciliaires font partie de la tunique vasculaire du bulbe de l'œil. C'est vrai. Intervenant l'accommodation, c'est vrai. La C font partie des structures transparentes de l'œil. Donc, ça, apprenez-les bien, hein, les structures transparentes de l'œil, il faut les connaître par cœur. Donc là, c'est faux. Il en fait partie. Sont unis au cristallin, c'est vrai. C'est eux qui maintiennent le cristallin, il me semble. Et sont situés dans la chambre vitrée, c'est faux. Les corps ciliaires, ils sont situés en avant de la chambre vitrée. Donc, ça, si vous essayez de le visualiser avec des schémas, si peut-être ceux du poly, ils sont pas top, mais en général, ceux du Camina, ils sont bien. Et ça vous aidera à retenir et à répondre aux items. Donc, là aussi, un schéma. Donc, parmi ces différentes propositions concernant cette vue latérale de la langue, alors, ce schéma très, très important, hein, parce qu'il reprend un peu tout. Il me semble que c'est la figure 27 du poly. Donc, l'élément indiqué en 1 est le nerf hypoglosse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux, Tiffany non? répond. Ah, Guidou. C'est faux, c'est quel nerf? C'est pas Allez, n'aie pas peur. pneumogastrique? Ah non, le pneumogastrique, Non, pas du tout. non, le pneumogastrique, c'est le nerf vague, il vient pas par là. C'est le nerf lingual? Le nerf lingual. Alors, pour pas s'en mêler les pinceaux, parce que, bon, avec le jour du concours, c'est facile de s'embrouiller avec le stress et tout. Donc, c'est simple, le nerf lingual, il s'enroule autour du conduit submandibulaire. Donc, là, on voit le nerf en noir. Alors, est-ce que je peux faire des dessins? Je peux faire des dessins. C'est génial. Donc là, on voit pas super bien. Donc là, le nerf lingual, le conduit submandibulaire qui s'enroule en tour, donc c'est bien le nerf lingual. Et le nerf hypoglosse, il est en rapport avec le ventre postérieur du digastrique. Donc c'est comme ça qu'on les différencie. OK? Mais le pneumogastrique, non, hein. Attention. L'élément indiqué en 2 est une glande salivaire principale. Donc vous voyez, avec un seul schéma, il reprend un peu tous les chapitres. Donc là, question sur les glandes. Donc, l'élément indiqué en 2, c'est la glande sublinguale et sa sécrétion est séromuqueuse, donc pas à sécrétion séreuse pure. Le 3, le muscle indiqué en 3, donc, et le guignoglosse, c'est faux, c'est le guignolioïdien. Donc là, pour les différencier, donc déjà, non seulement on voit, les muscles, hein, c'est simple. Vous expliquer, il suffit de regarder leur insertion. La majorité des muscles, ils ont un nom en rapport avec leur insertion. Donc, le 3, on regarde où il s'insère. Il s'insère à la mandibule. Donc, guignol, c'est menton. Et glosse, ça voudrait dire langue. Donc là, est-ce que ce muscle, il va vers la langue? Non. Il va vers l'osioïde. Donc, c'est le guignol-hyoïdien, qui s'insère sur le menton et sur l'osioïde.
OK? Là, l'élément indiqué en 4 fait partie du muscle du plancher oral. Donc, ça, par cœur, hein, les muscles du plancher oral, c'est ventre antérieur du digastrique, mylohyoïdien et génioyoïdien. Tu m'embrouilles. Aidez-moi. Vous vous souvenez plus? De quoi? Alors, les muscles du plancher oral. Ventre antérieur du digastrique, mylohyoïdien, et le dernier, c'est le génioglosse ou le génioyoïdien? Génioyoïdien, il me semble. Je t'ai perdu. Génioyoïdien, ok. Merci Salomé. Donc, si on vous a mis pour l'élément indiqué en 3, fait partie des muscles du plancher oral, ça aurait été vrai. Mais là, c'est faux. OK? Ah, mais attends. Donc oui, le 4, c'est vrai, parce que du coup, c'est le ventre antérieur du digastrique qui fait partie du plancher oral. OK? L'élément indiqué en 5 fait partie du rideau stylien. Alors ça, c'est vrai que c'est pute. Désolé du terme. Bon, le rideau stylien, du coup, les éléments qui en font partie, parce que comme quoi ça tombe, et c'est pas forcément quelque chose sur lesquels ils insistent beaucoup. Enfin, du moins, en cours, ils n'insistaient pas trop dessus. Mais apprenez-le bien. Ok, c'est bon, pas de questions? On passe à la langue. Alors, la langue est formée par 13 muscles. Oh, 17. Le muscle génioyoïdien est un muscle intrinsèque de la langue. Donc ça, à défaut d'apprendre tous les muscles, apprenez au moins, retenez ceux qui sont intrinsèques et extrinsèques. Donc en général, quand il y a des noms d'os comme là, génioyoïdien, c'est pas des muscles intrinsèques de la langue. C'est pas un muscle intrinsèque, c'est un muscle extrinsèque puisqu'il s'insère ailleurs. Pour la C, très important, le muscle longitudinal supérieur, c'est le seul muscle interne de la langue. Pour la D, le muscle transverse de la langue est le seul muscle intrinsèque de la langue, c'est faux. Donc, on a aussi le muscle longitudinal supérieur qui est intrinsèque, par exemple. Et le nerf glossopharyngien est le nerf moteur principal de la langue, ça c'est faux. Le nerf moteur principal de la langue, c'est quoi? Hypoglosse? Bien. Bravo. Ok. Le nerf glossopharyngien, lui, participe à l'innervation sensitive en arrière du sillon terminal. Ça, c'est compliqué. C'est tout un bordel pour la langue parce qu'on a l'innervation sensitive en arrière, en avant du sillon terminal qui n'est pas forcément pareil, et aussi pour la vascularisation, c'est tout un bordel. Il faut bien le connaître. Je sais, je me répète, au final, il faut tout connaître. Mais bon, pour moi, j'ai même mon aspect doux. Je trouvais ça intéressant. Il y a pire. Donc, à propos, pour le larynx, là, c'était l'item D. Donc, la A, c'est faux, c'est pas le cartilage thyroïde, c'est le cartilage cricoïde qui maintient ouvert la filière laryngée. Le cartilage épiglottique, ça s'insère à la face postérieure de l'arc cricoïdien. Donc, c'est faux, il s'insère sur le cartilage thyroïde, à la jonction tiers supérieur, tiers moyen, de l'angle rentrant. Pareil, s'il vous met, il s'insère sur l'incisure supérieure sur l'incisure thyroïdienne supérieure, c'est faux, parce qu'il s'insère à l'angle rentrant, la jonction tiers supérieure, tiers moyen. Ok. Ça, je ne sais pas s'il est dit explicitement en cours, il me semble que non. Pour le cricoïde, il faut bien comprendre qu'il a une forme de bague, parce que ça aussi, on a beaucoup posé de questions là-dessus. La lame qui est postérieure, elle est 2 fois plus haute que l'arc. Enfin, il dit aussi chaton, donc que l'arc cricoïdien qui est antérieur. Et aussi, il peut dire que la lame, elle fait. Pardon, je me suis embrouillé, je crois. La lame, elle est 2 fois plus haute que l'arc. OK. Et la lame, elle fait 2 cm à peu près, et l'arc, 1 cm.
Donc ça, c'est pas forcément explicité dans le poly, mais il peut le faire tomber. Donc la D, encore une fois, le muscle cricorétinoïdien postérieur est le seul muscle abducteur. Ça aussi, faire attention. Abducteur des cordes vocales. Le nerf laryngé supérieur est essentiellement moteur, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le nerf laryngé supérieur, ça commence par un S, il est essentiellement sensitif. OK? Question 9. Question 9, c'était ABCD. Donc la E, elle était fausse pour la cavité nasale. Alors, juste une question, est-ce que éventuellement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de passes, est-ce que vous voulez sauter les questions sur la morpho si, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui est au concours pour vous. Ben, la Moi, question 10, 11 et 12, on l'a pas encore fait en cours. Ah, concours. Ah oui, du coup, vous n'avez pas fait le petit des trucs. Comme vous voulez, si vous voulez que je ce suspense ou on peut faire la partie tête et cou, la partie morpho, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse ou pas, si c'est en rapport avec avec vos cours ou si c'est totalement HC. Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt, comme ça on gagne du temps et on passe à l'année d'après. Dites-moi en commentaire. Donc, la cavité nasale, question 9, donc c'était A, B, C, D. La E, elle est fausse. La paroi inférieure au plancher de la fosse nasale est formée par le processus palatin de l'os maxillaire complété en arrière par le vomeur, donc c'est faux. C'est paroi, donc la paroi inférieure est formée par l'os maxillaire et l'os palatin. Okay. Par le processus palatin du maxillaire et la lame horizontale des os palatins. Précisément. Question 10. Glande parotide et sa loge. Donc, parotide, hop, nerf facial obligatoire. Donc, question A, c'est vrai. Le nerf facial, c'est l'élément vasculo-nerveux le plus superficiel de la glande parotide. L'artère carotide externe divise la glande parotide. Ah, on a le même item que l'année d'avant. Donc, l'artère, c'est faux, c'est le nerf facial qui divise la glande parotide en lobe superficiel et profond. Alors là, c'est vrai, les lobes supérieurs et lobes profonds, bon, c'est pareil, hein, superficiel. Enfin, je pense que si vous voulez dire superficiel, je ne me ferai pas faux. Si c'était que là-dessus, je ne me ferai pas faux. Le conduit parotidien se termine au niveau de la caroncule sublinguale, donc ça, c'est ne pas confondre avec le conduit submandibulaire. Donc on a dit pour le conduit parotidien, il se termine dans le vestibule oral en rapport au niveau de la deuxième molaire supérieure. La loge parotidienne, elle est traversée de haut en bas par le nerf vague ou pneumogastrique. Ah, tiens, le nerf vague, alors le nerf vague, du coup, il passe pas non plus dans la loge parotidienne. Et la E, c'était vrai. Ok. Question 11. Question 11. Sur la glande submandibulaire. La glande submandibulaire, elle est plus en position cervicale que submandibulaire, c'est vrai. Elle est située dans un carrefour lymphatique drainant la langue, c'est vrai. Elle pèse environ 30 grammes, c'est faux, elle pèse environ 7 grammes. Donc ça va bien retenir les masses de l'ordre de grandeur. Elle a un prolongement qui contourne le bord postérieur du muscle mylohyoïdien, c'est vrai. Elle est située dans une loge séparée de la loge parotidienne par la bandelette mandibulaire, c'est vrai aussi. Ok. Question 12, cavité tympanique. Pièce tympanique. La paroi supérieure, elle est en rapport avec la fosse cérébrale moyenne, c'est vrai. Les fenêtres vestibulaires et cochléaires s'ouvrent dans la paroi médiale, c'est vrai. Donc c'est un schéma très très important à connaître parce que ça, on le voit par rapport au schéma. La paroi latérale est parcourue par les sillons du plexus tympanique, c'est faux, c'est la paroi médiale qui est parcourue par les sillons du plexus tympanique. La D, la paroi inférieure est en rapport avec la veine jugulaire interne, c'était vrai. La E, elle était vraie aussi. La paroi antérieure, elle est en rapport avec l'artère carotide interne. Faites attention au piège, si on vous fait artère carotide externe, c'est faux. C'est l'artère carotide interne. OK? Du coup, pour la morpho, vous en pensez quoi?
Bon, ben, on l'a fait. Et si on voit que c'est trop, enfin, dites-moi si c'est trop lourd, que je ne vous embête pas avec des informations supplémentaires que vous en avez assez déjà. Alors, donc, question 13. Donc, on passe sur la morpho. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont les marqueurs caractéristiques du type mésenchymateux des cellules des crêpes neurales? Donc, c'était ACDE, les filaments d'actine, la vitronectine. Bon, voilà, là, vous voyez le style de piège que peut faire le prof de morpho. La vibronectine, elle n'existe pas. C'est la vitronectine. La fibronectine, ça marche. L'eximantine, ça marche aussi. Question 14. Parmi les propositions suivantes concernant le deuxième arc pharyngé, donc ça, a priori, c'est au programme. Donc ça, il faut connaître par cœur, hein, les arcs. C'est chiant, mais il faut connaître. Alors, il est visible au 15e jour. C'est faux. Son cartilage est le cartilage de Meckel. C'est faux. C'est le cartilage de Reichert. Il a pour dérivé le stapes. C'est vrai. Il a pour dérivé la partie inférieure de l'os. C'est faux. C'est le cas du troisième arc pharyngé. Il a pour dérivé le ventre postérieur du digastrique. C'est vrai. Bon, ça, il faut apprendre. C'est bête et méchant. Mais il faut bien les connaître. Hein. Si vous avez, enfin, faites une fiche si vous en avez pas, parce que enfin, faut le revoir régulièrement, ça, sinon on s'en rappelle pas. Pour la question 15, parmi les propositions suivantes concernant la fin de la 4e semaine de développement. Donc, on a 4 paires d'arcs pharyngés qui sont visibles, c'est vrai. Les somites peuvent être comptés, c'est vrai. Il y en a 28 à la fin de la 4e semaine. Le neuropore crânial est fermé, c'est vrai. Le processus intermaxillaire est formé, c'est faux. C'est le cas à la 7e semaine. Il se forme dans la fusion des processus nasomédiaux. OK. Et la membrane bucco-pharyngée, elle est rompue. Alors, elle se rompt au 24e jour, la membrane bucco-pharyngée. Alors, ça, peut-être, vous le revoyez dans les cours d'embryo, vu que vous faites l'embryo en parallèle. Donc, voilà. La membrane cloacale. Attends, qu'est-ce que j'ai oui, donc, membrane bucco-pharyngée, elles seront au 24e jour, donc à la fin de la 4e semaine. Okay. Question 16. La polarisation odontoblastique. Alors, lors de la polarisation odontoblastique, on a le noyau qui se déplace vers le pôle apical. C'est faux, il se déplace vers le pôle basal. La B, elle est vraie. La C, elle est vraie également. La D, elle est fausse. Alors, on me dit que c'est hors programme. Bon, c'est le TGF bêta qui est nécessaire, pas le TGF bêta le TGF bêta 1 et pas le TGF bêta 2 qui est nécessaire. Et la fibronectine est présente dans les fibrines ancrales, c'est vrai. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Question 17, pour la phosphoprotéine dentinaire. Alors, ça aussi. Bon, en fait, il y a beaucoup d'items, de questions qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc, l'importance de bien apprendre les annales, de bien les connaître, de s'entraîner régulièrement. Donc, elle est produite côté C-terminal de la cyalophosphoprotéine dentinaire, c'est vrai. Elle a un poids moléculaire de 165 kg Dalton, c'est faux, c'est 140 kg Dalton. Oui, il aime bien les pièges de base. Elle contient de l'acide aspartique, c'est vrai. C'est un protéoglycane. Alors, ça, c'est faux. C'est le cas de la cyaloprotéine dentinaire. Et elle induit la formation de l'hydroxyapatite, c'est vrai. Question 18, à propos de la différenciation de l'améloblaste pré-sécréteur. Donc, la cellule poursuit son cycle mitotique. Vous en pensez quoi? Oh, elle sort du cycle mitotique pour devenir améloblaste, pour devenir sécréteur.
sécrétrice. Elle est avancée par rapport à celle de l'odontoblaste. C'est faux. La différenciation de la méoloblaste sécréteur, elle se fait après celle de l'odontoblaste. Son noyau migre en direction du stratum intermedium. C'est vrai. Alors voilà, c'était un peu figuré, mais son noyau il migre vers le pôle proximal de la cellule et donc en direction du stratum intermédium. De nombreux lysosomes apparaissent, c'est vrai, et ils phagocytent les fragments de la membrane basale, c'est vrai également. Des questions? Question sur le follicule dentaire encore. Le follicule dentaire, il est constitué par des cellules des crêtes neurales. C'est vrai, il a pour origine les cellules des crêtes neurales céphaliques. Il est mis en place au stade de cloche. Alors ça, c'est les items ambigus comme il aime bien. Alors, B et C, c'est un peu ambigu. Il est mis en place au stade de cloche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il entoure l'organe de l'émail de chaque dent depuis le stade de cupule. Donc, a priori, c'est faux, parce qu'il serait présent à partir du stade de cupule. La C, alors, la couche interne est appliquée contre le follicule dentaire. Ben, c'est bizarre, parce que sa couche interne, est-ce qu'elle est appliquée contre le follicule dentaire, sachant qu'on parle du follicule dentaire. Donc, bon, des fois, il fait des items un peu incompréhensibles. Hein. Donc, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ça. Si vous voyez qu'il y a un item qui ne veut rien dire ou quoi, ben, c'est la suite. Hein. Réfléchissez pas 100 ans, parce que des fois, ça arrive quasiment chaque année qu'il y a un item, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, vous ne vous laissez pas perturber par ça. Donc après, bon. Franchement, je ne sais pas quoi dire pour la C, parce que sa couche interne est appliquée contre le follicule dentaire. Ça n'a pas trop de sens à nous. Pour sa couche externe est largement vascularisée. Ça, par contre, c'est vrai. Vous le voyez dans le cours sur l'édification radiculaire. Et il fournit les cellules sémentoprogénitrices. C'est vrai, car le sément, c'est un tissu dérivé du follicule dentaire, que sa différenciation se fait à partir des cellules sémentoprogénitrices. Donc, le follicule dentaire fournit des cellules sémentoprogénitrices. Et enfin, question 20. Alors, concernant l'émergence clinique de la dent en bouche, donc encore une fois sur l'éruption, les cellules de l'épithélium adamantin étoilé prolifèrent. C'est faux. Elles disparaissent. On parle de réticulum étoilé, pardon, pas d'épithélium adamantin interne étoilé. Alors, je reprends, je suis désolé, je me suis embrouillé. Donc, le réticulum étoilé, ça existe. L'épithélium adamantin interne, ça existe. Par contre, l'épithélium adamantin étoilé, c'est inconnu au bataillon pour l'instant. Donc, je pense qu'il a voulu inventer quelque chose. Donc, c'est faux. Tous les types cellulaires épithéliaux fusionnent pour permettre à la dent de faire son éruption. C'est vrai, l'épithélium réduit de l'émail, il est recouvert par du tissu conjonctif et de l'épithélium buccal. Le tissu conjonctif il va être détruit, permettant aux deux épithéliums d'être côte à côte et de fusionner pour former une masse épithéliale à travers laquelle la dent fera son éruption. Là, c'est la première molaire permanente et la première dent à faire son éruption. Bien entendu, les premières dents à faire leur éruption, c'est les dents lactéales, pas les dents permanentes. Donc, c'est faux. Les incisives supérieures font leurs éruptions avant les inférieures. C'est faux. En général, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais en général, c'est les incisives inférieures qui font leur éruption avant les dents supérieures. Et l'éruption des dents s'étale sur plusieurs mois. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions?